L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèles amis internautes à ce programme télé sur ESAE TV, nous sommes dans une disposition exceptionnelle, on n'est pas en plateau, nous sommes au domicile de Maître Sadikou Ayo Alao. Il est juriste de formation, avocat au barreau du Bénin, avocat à la Cour pénale internationale, fondateur et président d'honneur du groupe d'études et de recherche sur le développement économique et social en Afrique, GERDES Afrique. Notons qu'il a été instituteur, commissaire de police, conseiller juridique général adjoint de la Banque africaine de développement BAD, plusieurs fois consultant international pour les Nations Unies, avocat au tribunal international pour le Rwanda, TPIR, promoteur de radio GERDES. Avec lui, nous essaierons de recueillir pour vous son opinion sur la conférence de presse qui a été animée jeudi dernier par le président Patrice Talon avec la presse nationale et internationale. Nous parlerons également sans nul doute de cette proposition de révision constitutionnelle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous parlerons également de la décision de la Cour constitutionnelle qui a relancé le débat au sujet des élections générales de 2026. Nous n'occulterons pas de parler de l'actualité sous-régionale, notamment celle liée au retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous n'occulterons pas également de parler du report de l'élection présidentielle au Sénégal, sans occulter également de parler de Joël Frédéric Aévo, de Rika Madougou, qui suscite beaucoup d'attention au sein de l'opinion nationale et internationale. Bonjour à vous, Maître Sadikou Ayo Alao. Bonjour, cher frère. Merci de nous recevoir chez vous. C'est moi. Alors, comme tout citoyen, vous avez suivi par médias interposés la substance de la rencontre que le président Patrice Talon a eue avec les professionnels des médias d'entrée de jeu. Est-ce que les suspicions qui existaient de part et d'autre ont été dissipées à l'issue de cette rencontre-là, cette sortie médiatique? Notre président a parlé de beaucoup de choses. Alors, c'est difficile il a parlé de résumer oui, tout mais ce qu'il a dit. est-ce que ça a apporté un plus dans le débat? Est-ce qu'il vous a davantage convaincu sur certains pans de ses positions politiques? Je constate qu'il est devenu un peu plus vertueux. Et mon souhait, c'est qu'il soit vertueux, comme ça, dans tous les domaines, dans tout ce qu'on lui demande de faire. Il est devenu vertueux, ce qui est une bonne chose. Il faut que... Vertueux, c'est bon, dans les domaines qu'il a exposés, mais il faut qu'il soit largement plus vertueux pour que les Béninois soient plus à l'aise dans leur pays. Est-ce que vous parlez de vertu? Est-ce que vous faites allusion au troisième mandat auquel le président Patrice Talon renonce, au fait qu'il refuse la révision constitutionnelle, qui dit qu'il ne veut pas qu'on touche à une seule virgule de cette constitution? Est-ce que vous faites allusion à cela? Quand je dis qu'il est devenu plus vertueux, peut-être un peu de ça parce qu'il est conciliant. Et il a été surtout vertueux envers les pays qui sont en train de quitter la CEDEAO plus. Il est devenu plus vertueux, plus tolérant, plus compréhensif. Surtout vis-à-vis de cela. Par rapport à cela. Ok, avant qu'on aborde ces sujets qui sont quand même assez d'intérêt, alors sur la question du Bénin, notamment liée à la révision de la Constitution, le président Patrice Talon s'est désolidarisé de la proposition du député Hassan Seibou. Qu'est-ce que vous en pensez?
vous savez, sans vouloir peindre tout en noir, comme les gens disent, mettre là-haut, il peint tout en noir, bien que je sois un bon nègre, je me méfie beaucoup des déclarations des politiciens. Hein. Vous savez, d'une manière générale, ce n'est pas sur une déclaration en passant que vous allez juger un politicien, même si je dis que grosso modo, il est devenu beaucoup plus vertueux. Je ne suis pas certain que ce député du BR, Hassan Seibou, je ne suis pas certain qu'il ait pu faire ce qu'il a fait. Tout seul, sans que personne ne lui ait demandé. Je ne vois pas, vous savez, une étoile qui sort toute seule comme ça et qui a la prétention de pouvoir faire le printemps, ou l'hirondelle qui sort toute seule, qui veut faire le printemps et qui devient lumineuse, alors que le patron même qui a reçu les conseils de la Cour constitutionnelle dit « Je ne veux pas de révision de la Constitution pour être membre du parti du président et en prendre le contre-pied. Il faut être vraiment audacieux. » Et je n'ai encore entendu aucun argument qui sous-tende cette position du député. Lui-même qui a déposé ce projet d'amendement, il n'a encore rien dit de solide pour soutenir cela. Moi, je ne peux pas croire qu'il ait pu effectué des sorties médiatiques. Qu'il ait pu faire cela tout seul. Vous pouvez croire, moi, avec mon expérience, je crois que au plan professionnel, je crois avoir plus de 60 ans d'expérience. Je ne peux pas croire, il peut le dire aux enfants de cœur, mais pas à moi. Moi, je ne suis pas un enfant de cœur du tout. Je ne peux pas le croire. Et même le président ne peut pas le croire. Alors ça, je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Qu'on soit clair là-dessus. Alors, tout ce débat a été, les leviers ont été actionnés suite à cette décision de la Cour constitutionnelle qui fait suite à un recours d'un citoyen béninois, notamment lié aux élections générales de 2026, où il a été constaté qu'il y a quand même quelques anomalies qu'il faille corriger pour la cohérence des textes en conformité avec la Constitution. La décision de la Cour, comment vous l'interprétez déjà en tant que juriste? Il serait souhaitable qu'à l'avenir, lorsqu'on dit qu'un citoyen a saisi la Cour, qu'on essaye à l'avenir de l'identifier et pour être certain qu'un citoyen a effectivement fait cette démarche-là. Un nom a été agité dans l'opinion. Oui, bon, nous savons. Mais je crois qu'à l'avenir, pour ne pas continuer dans cette tendance qui encourage l'anonymat, il faut que de temps en temps, on cherche à connaître les citoyens à l'interviewer, c'est ça? Les citoyens en question. Vous, les journalistes, il faut chercher à identifier ces citoyens-là et les interviewer. Vous comprendrez beaucoup de choses. Je crois qu'à l'avenir, il faut faire ce travail-là. Mais prenons ce qui nous est demandé. Ce que la Cour demande est très simple. Faites une harmonie en modifiant la loi électorale pour la rendre conforme aux dispositions constitutionnelles. Je peux vous dire que cela est possible. Sans révision constitutionnelle? Sans révision constitutionnelle. Ben, d'autres acteurs politiques, comme les démocrates, nous ont consultés, comme vous l'avez vu. Au moins un plateau de juristes, et tout le monde était d'accord que la position de la Cour pouvait être réalisée sans toucher à la Constitution. Tout le reste, c'est des histoires. Qu'il y a eu une erreur dans une modification constitutionnelle précipitée, que la loi électorale elle-même ait subi les conséquences de ces révisions précipitées, c'est une leçon pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont fait ça. À l'avenir, ils feront en sorte qu'il y ait moins d'exclusion, que les débats soient plus ouverts et qu'ils bénéficient de la contribution de tout le monde. Je crois que c'est une leçon pour tout le monde. Mais la correction de la loi électorale peut se faire sans aller jusqu'à la Constitution. Et ça a été démontré. Et quand j'ai entendu dire que les anciens élus n'auront pas la légitimité qu'il faut pour parrainer
les nouveaux candidats à la présidentielle. Mais le problème de la légitimité ne se présente pas en termes de nouveaux ou d'anciens élus. Ils sont légitimes si ils ont quelques attributs constitutionnels. Ils les exercent parce que la légitimité ne s'arrête pas à ne finit pas avant votre mandat. Du premier jour jusqu'au dernier jour, l'élu reste légitime. Même quand il n'a pas encore passé service, bien qu'il y ait un nouvel élu La passation qui de est élu... service, tout ça, vous êtes élu pour 5 ans. Si dans les 5 ans, il y a des fonctions ou des avantages qui vous sont attribués, vous les exercez. Si on parle en ces termes-là, on va me dire qu'un président de la République, en fin de mandat, n'est plus légitime à prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de sa nation et de ses concitoyens. La légitimité, c'est pendant toute la période du mandat. Si on parle en ces termes, alors, si un président ou un élu n'est plus légitime en fin de mandat, vous allez voir, il n'y aura plus de République. Et même, si vous prenez le petit exemple du Sénégal, et même le Bénin, pour la période de la fin du premier mandat, les Béninois sont assez tolérants pour considérer que celui qui était en place, de facto, est resté et s'est fait élire. Si nous continuons dans cette logique de manque de légitimité, mais on peut aller très loin. Le gars est élu pour une période. Pendant cette période, il a tous les pouvoirs que la Constitution lui a attribués. Il ne faut pas mêler ces problèmes de légitimité. Si on veut raisonner en termes Quand bien même quelqu'un a été élu pour la même fonction et qu'il est appelé à passer service dans les jours à venir. Mais pendant cette période-là, si les textes constitutionnels lui accordent ces pouvoirs-là, il doit pouvoir l'exercer. Et puis, si nous prenons en compte nos expériences passées avec les politiciens, qui est plus légitime à savoir qui peut bien diriger et qui peut tenir sa parole que celui qui a expérimenté les gens pendant 5 ans, alors que celui qui vient d'arriver n'a expérimenté personne. Comment peut-il, le nouveau venu, dire que tel ou tel sera meilleur candidat? Donc vous estimez que les anciens doivent être plus habilités à parrainer, c'est ça? Comment le nouveau-né peut connaître plus les personnes qui habitent le pays que celui qui est leur contemporain? Mais vous-même, si dans votre famille, vous devez choisir quelqu'un pour diriger les affaires familiales, c'est les gens que vous avez connus et que vous avez expérimentés que vous allez choisir. Ce n'est pas celui qui vient d'arriver, qui est resté en Europe tout le temps. Il débarque dans votre famille, il dit oui, je suis le plus riche, je suis le plus légitime, c'est Jacques que je veux. Non, c'est pas comme ça. C'est ceux qui ont l'expérience du terrain. Nous nous sommes toujours trompés avec les politiciens. C'est ceux qui ont l'expérience du terrain qui légitimement peuvent savoir ceux qui peuvent mieux diriger et non ceux qui viennent d'arriver et qui sont demandeurs. Ceux qui ont fini de demander sont plus légitimes parce qu'ils ont été trahis, ils ont été dupés, ils ont l'expérience des hommes. Je préfère leur avis que l'avis de ceux qui viennent d'arriver et qui sont demandeurs en tout. Le président Patrick Talon, dans cette conférence de presse, a rappelé l'esprit de cette réforme-là, de cette innovation, notamment liée aux élections générales de 2026, pour que ce soit les députés, les maires élus qui parrainent le président. Est-ce que pour vous, ça ne paraît pas pertinent? Non, moi je viens de vous expliquer que ceux qui ont l'expérience du terrain sont plus légitimes pour connaître qui est recommandé pour ce type d'élection. Le président même, il a clôturé, il a dit qu'il se soumettra à la décision qui aura été prise. Moi, ça me suffit. Mais quand il dit qu'il se soumettra à la décision qui a été prise, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut que les acteurs politiques se rasseyent pour débattre de cette question-là? Mais la Cour... C'est vrai que le chef de l'État a rencontré les différents groupes parlementaires individuellement, mais est-ce qu'il ne faut pas une rencontre élargie pour qu'on puisse vider les questions et que les Vous parlez là du consensus. Oui, pour obtenir un consensus. Il y a tellement de terrains sur lesquels nous attendons le chef de l'État sur le consensus national. Quelques-uns? Mais vous en connaissez. Les gens sont en prison. Les gens sont en exil.
Depuis que le président qui a dit que ce serait une faute de pardonner, mais il peut demander aux Béninois, chers compatriotes, on me demande telle et telle chose. Vous savez, vous me connaissez, je suis simple, je suis humble. Je préfère vos conseils, comme il a demandé à certains journalistes lors de sa dernière conférence de presse. Je suis sûr qu'il va faire ça un de ces 4 matins, parce qu'il a déjà fait 3 interventions en à peu près 30 jours. Je suis sûr qu'il y aura une 4e. Donc vous estimez que Patrice Talon est en train de changer? Ah, je dis qu'il est devenu plus vertueux. Et cette vertu-là doit être contagieuse. Elle doit contaminer tout ce qu'on souhaiterait qu'il fasse. Il a dit qu'il souhaiterait lui-même être un homme bon, qu'on ne le prenne pas pour un méchant. Moi, je le prends au mot. Il me trouvera sur ce terrain du président de la République, un gentil père de famille. Ah, je vais le soutenir. C'est ce que nous attendons de lui depuis plus de 8 ans. Il faut qu'il le fasse. Il aura du soutien. Vous savez, il y a des gens parmi nous qui n'appartiennent à aucun bloc politique. Et leur seul bloc politique, c'est le Bénin et les Béninois. S'il vient humble comme il le dit, s'il veut que tous les Béninois se pardonnent les uns les autres et vivent dans un pays paisible, vous pouvez compter sur moi sur ce terrain-là. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Là, vous faites allusion au cas Ricky Madougou et Joël Frédéric Aïbo en même temps. Tous ceux qui sont en prison pour des causes politiques, parce qu'aujourd'hui nous parlons du parrainage. Qu'est-ce qui a envoyé tout ce monde en prison? C'est le fait de rechercher le parrainage. Tous ceux qui sont en exil, ce sont ces problèmes-là. En tant que juriste, Maître Alao, oui. Est-ce que, au regard de votre parcours aussi emblématique, est-ce que vous pensez que tous ceux qui se retrouvent en dehors du pays, certains ont des procédures judiciaires enclenchées, ont des procédures devant les tribunaux, est-ce que vous pensez que tout cela doit être classé dans le même panier, dans le même registre? Non, ne faites pas la confusion. Nous savons, il y a des gens qui ont quitté le pays pour des raisons strictement politiques. Vous me comprenez bien? Strictement politique, et on peut, lorsque... Donc vous êtes conscient du fait qu'il y a d'autres qui ont vraiment des choses à se reprocher? Ah, je ne connais pas tous les cas, c'est sûr qu'il doit en avoir. On veut arrêter un bandit des grands chemins qui préfère prendre la tangente et qui se retrouve au Nigeria ou ailleurs, c'est autre chose. Je parle des cas de gens qui ont quitté ce pays pour ces mêmes amendements constitutionnels et de loi électorale. Parce que nous parlons de parrainage. Que reproche-t-on à Rikia? Ce n'est pas la promesse de parrainage des députés qu'elle aurait reçue à Lomé? Vous savez ça mieux que moi. Le président lui-même le sait. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion? Vous êtes convaincu de ce que vous avancez? Mais le président même en a parlé plusieurs fois. Tous les hommes politiques en ont parlé. Madame Assi en a parlé. Vous voulez dire devant la criette de quoi on a parlé? Des gens qui sont partis à Lomé, la petite se plaint qu'on l'a même escroqué. Vous n'avez pas entendu ça, vous? Moi, je l'ai entendu. Alors, Maître Alao, aujourd'hui, on n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie, mais on veut des solutions pour que 2026 soit un passage réussi, un passage où le Bénin donnera des enseignements légendaires une fois encore. Oui, c'est pour aider le président de la République. Moi, j'ai constaté que sa dernière sortie est très vertueuse. Il a abordé beaucoup de sujets. Je dis, ce caractère vertueux, il faut l'encourager à le maintenir. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'il a dit qu'il veut céder un pays pacifique, bien construit, où les citoyens se parlent les uns aux autres, en quittant le pouvoir, en remettant le pouvoir et le pays dans l'état où il l'a trouvé. Moi, je dis félicitations. Et qu'il y aille. Il trouvera sur ce terrain plein de Béninois qui vont l'encourager. Alors, sur la question du 3e mandat, le président Patrice Talon a rappelé aux uns et aux autres que le Bénin a réglé cette question-là et qu'il ne doit plus avoir polémique en la demeure, que dans la Constitution, ce qui est vrai, il est inscrit que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Alors, vous, en tant que juriste, est-ce que vous pensez qu'il doit encore avoir des suspicions à cet effet? Si vous voulez qu'il y ait toujours des suspicions, il y en aura. Mais libellé comme tel. Dans une nouvelle république, il n'y a pas péril à la demeure. C'est excellent.
Mais lui, il y croit. Certainement, d'autres y croient aussi, je pense. Mais on ne peut rien prévoir. La vie est tout le temps Dynamique. changeante. Des événements peuvent se produire, cette disposition peut disparaître. Vous pensez qu'on peut oser faire disparaître cette disposition? Mais ce n'est pas le peuple qui l'a décidé, c'est le président qui l'a imposé. Mais si le peuple vous dit que sa disposition, qui limite à 2 mandats, est suffisante en elle-même, vous allez lui dire quoi? Si c'était le peuple qui avait exigé ça et l'avait adopté dans un référendum, je peux encore vous dire qu'il faudra un autre référendum pour le changer. Mais ça, c'est le président. Mais du moment que c'est le président qui l'a initié, ça veut dire que ça dissipe toute inquiétude, S'il qu'il peut faire un 3e mandat. S'il n'est plus là, ceux qui vont le remplacer peuvent faire un référendum, le peuple dit n'en veut plus. Il peut même, le peuple dire qu'il n'y a plus de limitation, qu'il peut aller contre. Il y a des pays qui n'ont pas de limitation de mandat et qui sont gérés de manière plus démocratique que le Bénin. Il y a des pays qui n'ont pas de limitation. Et les présidents respectent les désidératas de leur peuple. Parce qu'ils ont des institutions fortes. Non, c'est que nous, en Afrique, le passage en force a toujours été dans nos traditions. On n'est pas des démocrates cultivés. Les gens ne sont pas cultivés. Déjà ne savent pas lire pour accéder à d'autres cultures. Nous respectons nos chefs traditionnels. Mais nos chefs traditionnels sont rarement des dictateurs. Ils ont un conseil de village qui prend avec eux les décisions. Tous les chefs qui ne respectent pas les décisions du conseil, vous savez ce qui leur arrive? Ils rentrent dans leur chambre, ils n'en ressortent plus. La loi divine a été appliquée. Mais depuis que nous sommes mêlés à cette affaire de démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Et les militaires, quand ils se fâchent, ils prennent le pouvoir de temps en temps. On en parlera dans un instant. Alors, Maître Sadiko Alao, le président Patrice Talon, au cours de cette sortie médiatique également, a opiné sur beaucoup de sujets d'intérêt nationaux, notamment en dehors de cette proposition de révision constitutionnelle, sur la question liée à la mise à la retraite forcée des forces de défense et de sécurité. Oui, j'ai écouté le président de la République. Je peux vous dire que ce n'est pas le passage le plus convaincant de son intervention. Même si la retraite anticipée, elle n'est jamais forcée. Moi, j'ai quitté la banque. On appelle ça les départs volontaires. On adopte un texte et dans ce cadre, tous ceux qui veulent partir bénéficient des avantages de départ avant leur âge de retraite. Ça, c'est le départ volontaire, mais jamais forcé et anticipé. Parce que lui l'a argumenté en disant qu'il y avait plus de généraux que de soldats. C'est l'argument de fond. Il y a très peu de soldats. Il y a plus de généraux que de soldats. Si tel est le cas, pendant qu'on a les frontières qui sont menacées, il faut en recruter beaucoup, de soldats pour que la proportion soit respectée. Et puis, de toutes les façons, ce genre de débat ne peut pas être le débat d'un seul homme. Au sein des troupes, ce débat doit avoir déjà eu lieu. Et chaque militaire ou chaque policier ou chaque douanier doit être convaincu de la nécessité de partir pour faire place aux plus jeunes. Mais on appelle ça des départs volontaires. Ce n'est jamais forcé, ce n'est jamais obligatoire. Toutes les institutions internationales font la même chose, mais ça s'appelle des départs volontaires. Ici, lorsque c'est forcé, les gens pensent que ça cache toujours une intention. Il ne faut jamais faire ça. Il faut donner toutes les facilités, que tout le monde soit au courant, en avoir débattu et que les gens choisissent. Ça aurait dû être débattu au Parlement. D'abord, ce n'est pas le président seul qui devrait porter une si grande décision. Le Parlement doit adopter une loi à cet effet et tous ceux qui souhaitent en bénéficier
vont en bénéficier. Mais c'est une loi qui a été appliquée. Moi, on m'a dit qu'il Un y a décret a une été loi. pris à cet effet. Quoi? C'est une loi qui a été appliquée et un décret a été pris à cet effet. Cette loi dit quoi? Vous l'avez vue? Elle La existe. loi dont vous parlez. Non, moi, je ne l'ai pas vue. Le président n'a pas fait allusion à cette loi. Il a seulement dit que c'est des départs, disons comment? Anticipés. En réalité, les journalistes sont équipés des départs forcés. L'expérience que moi, je connais, c'est des départs volontaires. Tous ceux qui constatent que, bon, je suis toujours en voie de garage, comme on l'appelle, parce que nous sommes trop nombreux à diriger, ils préfèrent aller faire autre chose, ils prennent leur package, ils s'en vont. Ça a été fait au Bénin plusieurs fois, pour la fonction publique même. Et des départs volontaires existent. Les départs volontaires existent. Ça s'appelle départ volontaire, mais pas départ forcé ou obligatoire. Alors, lorsqu'on revient à l'actualité politique, sur cette question de révision constitutionnelle, que pensez-vous qui doit être fait pour que 2026 se passe de façon très apaisée et cohérente? Non, je crois que les démocrates ont soumis des propositions qui ont été validées par les juristes qu'ils ont invités. C'est de corriger la loi électorale et d'étendre la durée pendant laquelle les élus auront la maîtrise de leur parrainage. Et puis c'est tout, c'est réglé. Il n'y a aucun problème. Ceux qui peuvent être embêtés, comme je l'ai constaté, c'est certainement les partis qui n'ont pas encore d'élus et qui souhaiteraient avoir des candidats pour les présidentielles. C'est pour ces partis-là qui pourraient avoir des problèmes si le système de parrainage n'est pas démocratisé. Si c'est fait comme la fois dernière où les parrainages sont confisqués par les partis, bon, ça ne sert à rien. Alors, il se sûr dans l'opinion qu'il y a une volonté manifeste de certains députés de vouloir introduire au niveau du Parlement une proposition de loi visant à amener les présidents des partis politiques à contresigner les parrainages. Ils veulent rééditer ce qui s'est passé la fois dernière où tous les parrainages... Pour vous, ce n'est pas une bonne initiative? Ça ne Non, vise non, pas non, ça à renforcer le système partisan? Ça ne vise pas à donner plus de légitimité aux partis politiques? Il ne faut pas donner au système partisan tous les aspects ou tous les chapeaux négatifs qu'on veut lui faire porter. Le système partisan, s'il est bien appliqué, devrait être un avantage pour le pays. Maintenant, ça devient un inconvénient. Si les gens... Donc la réforme en elle-même, elle est bonne? Moi, j'ai écrit un ouvrage là-dessus, où j'ai dit, à l'image du Ghana, vous avez vu que les systèmes constitutionnels en Afrique doivent être revus. C'est un ouvrage que j'ai publié il y a une dizaine d'années, où j'ai dit, à l'image du Ghana, il faut faire en sorte que le nombre de partis politiques soit réduit. Dans mon imagination à moi, les partis politiques ne devraient pas être financés par nos ressources et par nos impôts. Certes, on peut faire un remboursement lorsque les gens ont un certain nombre d'élus ou de résultats, mais ce n'est pas notre épargne qui doit financer les partis politiques. Mais est-ce que là, vous ne faites pas le lit au financement occulte? Oui. Si notre pays se démocratise, s'il se démocratise, et si les partis politiques prennent conscience de la nécessité de faire payer leurs militants, et si les Béninois deviennent moins gourmands, s'ils ne comptent pas sur la politique pour s'enrichir, la corruption ne fera que baisser et la gouvernance ne sera que meilleure. Parce que vous pensez que le système partisan tel qu'il a été instauré aujourd'hui, avec ce que ça coûte au pays de donner des milliards aux partis politiques, pensez-vous que cela nous a fait vraiment avancer? Si le système partisan doit faire en sorte qu'une bonne partie de nos impôts aille soutenir les partis politiques, sans que les citoyens pour lesquels on fait en sorte que
l'ordre ou la gouvernance soit meilleure, y contribue. Si vous appartenez à une association, que vous ne contribuez pas à soutenir cette association de votre poche, et si cette association même ne travaille pas pour sa propre émancipation, là je parle des partis politiques, vous ne faites aucun progrès. Tout le monde viendra en politique pour boire un peu de lait, pour prendre un peu d'argent, parce que c'est la source la plus rapide et la plus facile d'enrichissement. Mais aujourd'hui, avec la lutte implacable du président Patrice Talon contre la corruption et l'impunité, on semble que ça a baissé un peu, selon vous. Celui qui aurait pu vous parler, c'est celui qui est peut-être à la criette. Les gens qui détournent, les bandits et les escrocs sont toujours aussi nombreux. Vous pensez que malgré l'existence de la criette, malgré les condamnations, le paradoxe demeure? Vous ne savez pas ça. C'est vous qui publiez, regardez dans les informations, tous les matins. Est-ce qu'il n'y a jamais eu autant d'escrocs dans le pays? Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils vont devant la criette qu'on entend parler? On a toujours arrêté les escrocs au Bénin. On en a toujours arrêté dans tous les pays de l'Afrique, en tout cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sous Patrice Talon, il n'y a pas une amélioration? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique d'endiguer le mal? Si vous avez des statistiques, dites-moi. Aucun pays ne peut s'accommoder des escrocs. Même au Nigeria, où il y a beaucoup d'escrocs, il y en a toujours. On a beau les arrêter, le peuple a dit faire la vindicte populaire, ça n'a jamais rien changé. Tant qu'il y aura des gens qui n'ont pas à manger, qui ont faim et qui ont soif, qui envoient d'autres rouler carrosse, il y aura toujours des gens pour tenter de les rattraper par d'autres voies. Il dit, ce qu'il faut faire, il faut d'abord rendre facile la vie du commun des mortels, qu'il soit possible de trouver du travail, que le travail soit rémunéré à sa juste valeur, et que seuls ceux qui ne veulent pas travailler, les paresseux bandits, soient poursuivis. Ce n'est pas encore le cas dans nos petits pays. Des fois, les gens ont des salaires de misère. Et souvent, ils n'ont pas de travail. Les salaires ont été revus un peu pour certains. Les salaires politiques ont été un peu revus pour quand même leur permettre d'avoir plus de confort. Si vous en avez la preuve, moi, dans mon petit cas... Donc vous n'avez pas eu vent de tout le dispositif qui a été mis en place par l'administration actuelle pour lutter contre la corruption? Non, je vous dis, les malfaiteurs de la finance, d'ailleurs, les plus épais ne sont pas arrêtés. Les plus gros malfaiteurs dans ce domaine-là, ils sont plus puissants. Des fois que l'État lui-même, et le Bénin n'est pas une exception. Maître Alao, puisqu'on parle de cette sortie médiatique du président Patrice Talon, on va progresser, on ne va pas s'attarder sur ces sujets-là, on va progresser. On va parler du Sénégal. Le président Patrice Talon regrette ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement au Sénégal. Au niveau de GDS Afrique, vous le regrettez également, vous condamnez ce qui est fait? Le GDS Afrique condamne effectivement le comportement du président. Mais vous savez, tout ça vient petit à petit. Et si les gens sont à condamner la CEDEAO, contrairement au président Talon qui lui dit ce qu'il va faire, mais la CEDEAO, dans ce cas précis, ne peut que s'en prendre à elle-même. C'est dommage que je n'ai pas été là, parce que adopter le double standard, condamner certains, se taire pour les autres, la Côte d'Ivoire en est à son 3e mandat, n'a jamais été condamné. Ce que les présidents élus du Mali ont tenté aussi, et le président du Sénégal, ce qu'il essaye de faire, qu'aujourd'hui la CEDEAO se trouve obligée de condamner. Si la CEDEAO avait pris ce chemin depuis très longtemps, je suis sûr qu'on ne serait pas arrivé à ce qui se passe aujourd'hui, parce que
que chacun lève les mains. Mais le Bénin lui-même a été plusieurs fois coupable en ne respectant pas les décisions des instances internationales. On dit que les militaires ont commis la faute des fraudes, mais le Bénin lui-même, le président Talon, a-t-il toujours respecté les décisions des instances internationales? Tous ne respectent pas. Et c'est pour ça, c'est eux qui ont affaibli la CEDEAO. C'est-à-dire que s'ils avaient pointé du doigt les erreurs de la CEDEAO dans ce domaine-là et ne pas faire la politique de double standard que les pays du Niger, du Burkina et du Mali dénoncent aujourd'hui, on n'en serait pas là. C'est-à-dire que les pays, les États du Sahel, ce qu'ils dénoncent, les États du Sahel, ce qu'ils dénoncent pour se mettre ensemble, ils n'ont pas raison d'aller là où ils sont allés. Il ne faut pas casser la marmite. Mais leur combat n'est pas aussi injuste. Et d'ailleurs, le président Talon le dit si bien en disant, bon, il va demander de laisser tomber. Si tous, s'ils avaient preuve de cette ouverture d'esprit dès le départ, les sanctions sont prévues dans la charte de la CEDEAO. Pourquoi ne pas appliquer les sanctions qui sont prévues dans la charte et aller en dehors de la charte pour chercher d'autres sanctions, alors que d'autres avant eux ont fait pire que ça? On n'a jamais appliqué ça. On applique ça à ces trois États uniquement. Pourquoi? Parce qu'on les considère peut-être comme les maillons faibles. Qui aurait osé appliquer cette sanction? Même on dénonce aujourd'hui le Sénégal. La CEDEAO a dit de rétablir le premier calendrier. Mais est-ce que c'est suivi de sanctions? C'est ça. Il faut éviter le double standard. Dites bien au président, la solution, c'est d'appliquer les règles de l'association et non aller chercher des sanctions ailleurs. Toutes les sanctions qu'ils ont appliquées ne figurent dans aucun texte de la CEDEAO. Et on a fait une réunion récemment pour voir comment sauver la CEDEAO. Ils ont invité les ONG pendant la pandémie. J'y ai participé. Je dis renforcer le tribunal, la cour de la CEDEAO, qu'elle puisse être saisie. Et c'est elle qui doit prendre les sanctions et non les politiques. Les chefs d'État ont refusé. Ça n'a jamais été approuvé. Alors, mon frère, il faut savoir qui accuse qui. Hein. C'est ceux qui font les fautes, qui cherchent d'autres boucs émissaires. Il faut faire attention avec les politiciens. Alors, dans le cas d'espèce du Mali, du Niger et du Burkina Faso, est-ce que vous, en tant que chef d'État, élu démocratiquement, vous aurez soutenu ou laissé faire un coup d'État? Mais ceux qui veulent faire des coups d'État, s'ils veulent, ils ne demandent l'avis de personne d'abord. C'est les Chinois qui ont été les premiers à dire que le pouvoir, ou c'est les Russes, que le pouvoir est au bout du fusil. Ils ont le fusil. Si les chefs sont aussi puissants, s'ils les privent du fusil, ils ne peuvent rien faire. Mais quand ils sortent leurs armes, le premier coup d'État qui a eu lieu au Bénin, vous croyez que le premier coup d'État du Bénin, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Le général Soglo ne voulait pas prendre le pouvoir. Il a refusé. Il a dit, moi je suis militaire, moi je ne veux pas prendre le pouvoir. Mais la situation était tellement en péril qu'il a été obligé de l'accepter et de prendre. Et la puissance coloniale, même l'a pressé de le faire pour que la situation ne se gâte pas davantage. Alors, mon frère, les affaires de coup d'État, nos chefs d'État élus sont, si on était de vrais démocrates, et si nos militaires étaient formés pour soutenir des États démocratiques qui sont gouvernés démocratiquement, les coups d'État s'enfuiront d'eux-mêmes. Est-ce que vous êtes approbateur des coups d'État? Personne ne peut. Nous avons toujours condamné. Comment pouvez-vous? Mais aujourd'hui, comment vous voyez le Mali aujourd'hui? Par exemple. Moi, je ne vois pas. Les militaires sont au pouvoir depuis un bon moment quand même. Ils ont pris des décisions. Bon, ça. Est-ce qu'il y a eu un changement avec l'avènement des militaires au pouvoir? J'en sais rien, je ne suis pas allé depuis ce temps-là. Mais des informations qui vous parviennent?
Vous savez, les informations qu'on laisse sortir ou que le régime en place laisse sortir ne sont pas nécessairement les informations réelles. Je fais très attention à ce côté-là. Et c'est comme, bon, ici encore, on peut essayer, mais avec les nouvelles technologies qui ont connu, disons, une ascension formidable, on peut apprendre. Mais je sais qu'il y a des chefs traditionnels, le grand imam que tout le monde connaît, désapprouve le régime qui est actuellement en place au Mali. Et il est allé le dire dans les pays qui l'ont invité. C'est pas démocratique. Mais les jeunes penseux, tant qu'ils ont la puissance des armes, et ils ont découvert beaucoup de choses, malheureusement, qui sont contre l'ancienne puissance coloniale, et le double jeu, disent-ils, de l'ancienne puissance coloniale, qui fait que, bon, le peuple y croit. Moi, j'ai aucune preuve. Hein. Alors, la plupart de ces pays-là, aujourd'hui, condamnent la France avec beaucoup de véhémence, mais prennent comme partenaire désormais la Russie. Est-ce que pour vous, la Russie est un exemple de démocratie? Est-ce que pour vous, la Russie est le partenaire idéal dans le contexte actuel? Bon, la Russie elle-même n'est pas un pays démocratique. Hein. Moi, choisir, c'est difficile de choisir entre deux dictateurs. Moi, je pense que la Russie même n'est pas un pays démocratique, que pour le jeu global, la géopolitique, elle veut déstabiliser l'Occident et que l'Occident cherche aussi à déstabiliser la Russie à travers les différentes guerres. Vous demandez à la petite personnalité que je suis d'aller faire un choix. Non, moi je pense que c'est une guerre plutôt de puissance. Et en face de ces guerres-là, il faut savoir raison garder. C'est une guerre de puissance qui est transposée en Afrique. C'était transposé même ailleurs avant l'Afrique. Mais nous, petits, avec nos petits États, il faut savoir raison garder. Il ne faut pas entrer dans ce imbroglio. Il faut que nous prions pour que ceux qui dirigent nos petits pays n'aillent pas mettre le doigt dans ces engrenages-là. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle des relations entre le Bénin et le Niger. Le président Patrice Talon, depuis quelque temps, notamment depuis son dernier discours sur l'état de la nation, a exprimé de façon très sincère sa volonté à ce que les relations se rétablissent. Il a expliqué de fond en comble les motivations de sa posture d'antan, notamment au lendemain du coup d'État, ce qui était quand même plus ou moins légitime et cohérente. Vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, des Béninois pourraient être consultés et intervenir pour que les relations se normalisent? Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui, je vous dis la vérité. Nos États sont pris à leur propre piège, y compris l'État béninois. Ils ont tous affaibli leur société civile pour ne prendre que des éléments qui leur sont dociles, lesquels n'ont aucune audience en dehors de leur quartier. Quand les États, les dirigeants se trouvent en difficulté, normalement, ce qui devrait se passer, et ce que nous, on a toujours fait, c'est la société civile des différents pays qui se concerte et qui prend position et qui va dire à ceux qui font les coups d'État, mes chers, arrêtez votre charrette. Vous êtes allés trop loin. Nous, on a fait la médiation au Sénégal. Lors de la première crise, c'est le GERDES qui a permis à Ouad de venir au pouvoir. Ce sont nos négociations. Diouf, Ouad, et mon émissaire, le ministre centrafricain, qui a passé un mois à nos frères au Sénégal. C'est lui qui a réconcilié les deux. Et Diouf l'a dit publiquement, qu'on n'a jamais vu une ONG africaine venir réconcilier les Africains. Et à ses frères, on a demandé de l'argent à personne. Plus de ma poche pour le faire. On a réussi cet espoir. Ça veut dire que la société civile africaine, ce n'était pas affaibli par nos dirigeants, pouvait et peut encore faire beaucoup de choses pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, dans la crise avec le Niger, qu'est-ce qui doit être fait? Il faut quand même que ceux qui vivent du trafic entre le Bénin et le Niger puissent reprendre leurs activités. Ça fait quand même assez de temps. Mais tout le monde le pense. Moi, nos amis du Nigeria, nous les avons actionnés pour ça. Et nous continuons de le faire. Mais nos États sont gênés pour avoir tué leur propre société civile et les avoir réduits à des amens. C'est pour ça qu'ils sont gênés. Parce que hier, ça les arrangeait que la société civile parle moins et se taise.
Aujourd'hui, ils ont besoin de cette société civile parce que d'autres acteurs sont venus sur le terrain. Même au Niger, la société civile du Niger a été affaiblie. Donc, le problème, le Bénin a affaibli sa société civile. Avant, c'était Abacha qui avait affaibli la sienne au Nigeria. Le Sénégal écoute très peu sa société civile. Notre ami Tin, c'est lui qui joue maintenant les médiateurs. Tin, vous avez vu nos publications ensemble, il joue les médiateurs. Mais entre les autres et le gouvernement, mais ça marche très peu. Parce que tous ont affaibli leur société civile. Ils n'en voulaient pas. Mais au niveau du GRDS Afrique, qu'est-ce que vous faites dans cette crise aujourd'hui pour quand même normaliser les relations de façon patriotique? Parce que vous êtes béninois après tout. Vous voulez dire le GRDS Afrique, pour ce qu'il en reste, après que le gouvernement Talon l'ait affaibli, a supprimé même son accord de gouvernement. Parce que nous avons eu le premier accord de siège en Afrique entre une ONG panafricaine et un gouvernement. Mais la première œuvre de Talon, c'est d'annuler, de supprimer ça. Ce que tous les autres gouvernements ont fait depuis l'arrivée du processus démocratique. Si vous affaiblissez vos ONG, et qui ne vous demande même pas un centime, qui s'autofinancent, vous n'en voulez plus. Aujourd'hui, le terrain est libre pour les militaires de faire ce qu'ils veulent. C'est nous qui avons réuni tous les militaires d'Afrique de l'Ouest et du centre pour leur dire, écoutez, nous sommes tous des frères, vous êtes là pour défendre, pour la sécurité. Vous n'êtes pas là pour faire les coups d'État. On a fait ça à Ouaga. Tous les militaires africains s'est réunis. La coopération civile et militaire. On avait passé un accord. Mais quand tout ce monde regarde, il voit que toutes ces ONG, les gouvernements qui sont venus, les ont décapités. Si moi j'étais fonctionnaire de l'État béninois, il y a longtemps que je serais en exil. Si je n'ai pas assuré ma propre sécurité, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que ce monde-là fasse aujourd'hui? Nous avons eu des dirigeants qui n'ont pas été ouverts d'esprit pour encourager leur société civile à faire de bonnes choses. Et aujourd'hui, il y a le vide, il ne peut pas gérer. Quand on dit « donnez-moi une solution », mais la faute incombe à qui? C'est à lui. Il ne voit plus tout le mal qui a été fait à cette société civile. La société civile sénégalaise qui était toute rayonnante, elle est appauvrie aujourd'hui. Il n'y a rien. Côte d'Ivoire, rien. Le Bénin, avec les relations qu'on a un peu partout. Et Talon n'est pas le premier. Abacha a été le premier au Nigeria. Avoir foutu tout le monde dehors. Ce qu'il a tué, il a pu en tuer. Et donc aujourd'hui, malgré ça, vous ne voulez pas vous impliquer dans la création de le Bénin et le Niger? Nous sommes toujours actifs, puisque les GRDS Niger, on les appelle, on essaye. On devait même faire une délégation pour aller quand l'affaire du Sénégal est arrivée, mais on le fait. Autrefois, le gouvernement béninois encourageait la société civile. Sougou l'a fait plusieurs fois. Mais Talon n'a jamais reçu les associations indépendantes de la société civile. Il n'a reçu que les éléments qui lui sont loyaux. Tu veux le faire si ton pays ne te reconnaît pas. Mais en tant que patriote, des frères à vous, vous êtes Yoruba, des frères à vous vivent de ce trafic, des parents à vous vivent de ce trafic. La fibre patriotique doit vous amener. Nos propres membres souffrent au Niger. Ce n'est pas seulement ceux qui sont au Bénin, nos propres membres. Oui, mais d'abord, vous êtes béninois, d'abord. Oui. Avant de parler de vos membres. Oui, écoute-moi. Si le pays dans lequel tu vis ne veut pas te reconnaître certains droits, au nom de quoi tu peux t'imposer dans le pays ou ailleurs? Il faut me dire. Alors, si on te prend pour un espion là-bas et qu'on t'enferme, ton propre pays n'ira pas te chercher. Puisque lui-même déjà, il cherche à te boucler. Dis-moi, il faut me dire. Alors, parlons la société civile n'a aucun pouvoir en dehors du pouvoir qu'on lui reconnaît. Du Burkina Faso, du Niger, ces trois pays ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage. La société civile, nous sommes en train de nous concerter sur ce qu'il faut faire pour aller discuter avec eux. Ensemble, on est fort. Ce n'est pas séparément qu'on sera fort. Il parle de l'AES, la création de l'AES. Oui, nous ne sommes pas d'accord. Mais la société civile de ces pays n'a pas été consultée non plus. Elle n'est pas d'accord.
Mais il faut qu'on aille dire aux militaires que ce n'est pas bien. Mais tout le monde est affaibli dans son pays. Mais à vous entendre, on déduit de vos propos que la CEDEAO est moribonde. Alors, Non, moi je pense pas. La CEDEAO ne doit jamais être moribonde. Parce que moi je pense... Qu'est-ce qui doit être fait pour revitaliser cette Écoute-moi, je institution? connais l'origine de la CEDEAO. Et en tant que juriste, j'ai travaillé à la naissance de la CEDEAO. Avec le premier président de la CEDEAO, Ouattara. La BAD m'a délégué même pour aller l'aider. Donc je ne peux pas penser un instant qu'il faille affaiblir la CEDEAO. Ce serait une grave erreur. Les pères fondateurs, que sont les Apiti, le président du Togo, et celui du Ghana, et tout ce monde qui ont travaillé pour la CEDEAO. Vous croyez que la CEDEAO, ce n'est pas une génération spontanée. C'est un travail très profond qui a été effectué à la CEDEAO pour en arriver là. Je ne sais pas si vous connaissez les origines de la CEDEAO. Et quelqu'un comme nous les gens du GERDES, nous sommes nés, le GERDES est né à partir de l'idée de la CEDEAO. Si vous connaissez les origines du GERDES, la première association avant le GERDES, c'était une association économique pour l'Afrique de l'Ouest. C'est après que c'est devenu le GERDES Afrique. Donc nous sommes à l'origine, nous soutenons et nous ne pouvons pas ne pas soutenir. Si les États africains vont en rang dispersé vers le développement, vers la compétition internationale, ils vont disparaître. Qui invité au départ aujourd'hui, avec la situation actuelle, qu'est-ce que vous préconisez pour que cette institution soit bonifiée? Je vais vous dire, nous l'avons déjà dit, qu'il faut une réunion des éléments de la société civile à Abuja, avec des délégués des différents pays, qu'on s'asseye, qu'on dise ensemble ce qui doit être fait par la CEDEAO pour améliorer les conditions de vie et la cohésion nationale au sein de la CEDEAO. Et rappeler à ceux qui tentent de sortir qu'il n'y a pas d'autre voie, d'autre issue que la CEDEAO que nous devons développer tous ensemble. Nos États sont liés. Personne, même le Nigeria, c'est vrai, ils ont la population pour être un pays développé, mais s'ils s'isolent, eux-mêmes auront du mal et qui cherchent des marchés. Donc, les États qui tentent, les États de l'AES dont vous parlez, doivent rejoindre la famille. Il n'y a qu'une seule famille. La famille des États de l'Afrique de l'Ouest. La famille des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais les États doivent nous y encourager. Et moi, j'ai déjà envoyé des émissaires, même au Nigeria, pour convaincre le président du Nigeria de cette nécessité. Si ici nous avions une voix, à qui aurait-on parlé? C'est à notre président. Pour dire, président... Est-ce que vous avez cherché à le rencontrer? Dans son discours, avez-vous entendu parler une seule fois de la société civile? Ça fait 3. Vous avez entendu une seule fois la moindre allusion à la société civile? Est-ce qu'il n'y a pas de bruit galeuses en votre sein? Au GERDES? Non, le GERDES ne fait pas de la société civile. Écoutez-moi, partout dans un pays, il y a des bruits galeuses en politique. Parce que les gens de la société civile, c'est eux qui sont en politique. Donc, il ne faut pas penser que la société civile, c'est une société saine où il n'y a pas de brebis galeuses. Il y en a partout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un objectif, le développement de notre sous-région. Et quelqu'un qui n'est pas engagé pour ça ne mérite pas de vivre dans cette sous-région. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à militer pour la CEDEAO. Merci à vous, Maître Sadikou Alao. J'ai bien envie de vous poser encore beaucoup de questions. Vous aurez d'autres occasions, que Dieu nous garde en vie. Amen, amen. C'est le plus important. Amen. Dans les semaines à venir, je vais revenir encore avec toute l'équipe pour vous interviewer. C'est un rituel qu'on le fait en studio lorsqu'on reçoit quelqu'un. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de vos sympathisants, de tous ceux qui ont voulu suivre ces entretiens pour savoir véritablement quelle est votre opinion sur l'actualité nationale et sous-régionale. Je crois que tous nos problèmes en Afrique viennent de notre déficit de confiance
de sincérité. Il faut demander à nos dirigeants, et je crois que certains d'entre eux le font, d'être plus engagés envers le continent. Il y a trop de misère. Il faut qu'ils s'engagent à réduire la misère. Que nos politiciens aient des objectifs plus sincères, plus honnêtes et plus francs. On a trop de politiciens qui mentent et qui s'en fichent de dire le lendemain le contraire de ce qu'ils ont dit la veille. Ça déboussole nos peuples. Parce que tous nos peuples aujourd'hui sont désorientés. Ce n'est pas parce que l'Occident, il y a beaucoup de pagailles, que nous-mêmes devons devenir des pagailleurs. Que nos dirigeants pensent un peu à ces peuples qui souffrent. Tout ce qu'ils font, qu'ils sachent que c'est d'abord pour le bien du peuple. Et à partir de ce moment, que la société civile ne soit pas préoccupée par des problèmes de ventre, afin qu'elle puisse travailler vraiment pour le pays et pour notre continent. Moi, je souhaite que dans cette crise, ceux qui croient qu'ils sont vraiment les leaders de l'Afrique, qu'ils encouragent la société civile à faire revenir les États comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso au sein de la famille ouest-africaine. Et que chacun essaye de respecter l'autre. Qu'on ne cherche pas à tirer toute la couverture vers soi. Parce que vous avez beau tirer la couverture vers vous, elle finit par finir. Merci à vous, Maître Salikou Alao. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que décryptant la conférence de presse animée par le président Patrice Talon, il déduit des propos qui ont été tenus que le président Patrice Talon est devenu plus vertueux. Pour lui, le président Patrice Talon est devenu plus conciliant. Pour lui, c'est une sortie médiatique très vertueuse et il faut encourager le président Patrice Talon dans ce sens car cela va dans la réponse des attentes, des aspirations des populations. Néanmoins, il tient à dire qu'il se méfie des déclarations des politiques. Il n'est pas certain que Hassan Seibou ait agi unilatéralement et donc pour lui, il laisse suivre le cours de cette actualité liée à la révision de la constitutionnelle, pour voir ce qui en sera donné comme suite au niveau du Parlement. Et il souhaite que les fois à venir, les médias puissent interviewer les requérants, ceux qui déposent des recours au niveau de la Cour constitutionnelle, afin qu'on puisse savoir réellement ce qui en est. La loi électorale peut être corrigée sans révision constitutionnelle, a-t-il fait savoir le juriste Maître Salikou Alao. Il a donné son opinion sur la légitimité des élus. Il a donné quelques arguments illustratifs. Il va soutenir le président Patrice Talon. Il a déclaré: si Patrice Talon devient le père de famille, un homme humble et très gentil. Il faut que les Béninois se pardonnent, a-t-il mentionné à maintes reprises au cours de ses propos. Ce débat ne doit pas être celui d'un seul homme. Il a dit, lorsqu'il parlait de la mise à la retraite des forces de défense et de sécurité, pour lui, il aurait dû avoir un débat au Parlement. Il a rappelé les propositions des députés du Parti politique des démocrates sur la révision constitutionnelle. Pour lui, je crois, pour lui, il pense que le problème est réglé au niveau de cette formation politique et que l'on doit davantage échanger pour l'obtention d'un consensus afin qu'il n'y ait pas de péril en la demeure. Selon lui, les partis politiques ne doivent pas être financés par le contribuable. Cela résulte d'un ouvrage qu'il a rendu public et il a argumenté dans ce sens. GRDS Afrique condamne le comportement de Macky Sall. Il a fait savoir haut et fort, et pour lui, il faut que la CEDEAO agisse conséquemment et tire des leçons du passé. Il a eu à exposer les erreurs du passé de cette organisation sous-régionale, notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a eu à exposer les limites de la CEDEAO et il a évoqué des cas de 2 poids 2 mesures. Pour lui, ce sont les dirigeants de la CEDEAO qui ont affaibli la CEDEAO et donc il déplore que les chefs d'État ont eu à tuer leur propre société civile et donc pour lui aujourd'hui, il est impérieux et urgent que véritablement les sociétés civiles soient revitalisées au sein de ces pays-là et que les uns et les autres puissent s'asseoir pour réfléchir véritablement à l'avenir de cette organisation sous-régionale. J'espère que j'ai résumé plus ou moins vos propos. Vous avez fait de votre mieux. Si tout le monde faisait pareil,
on avancerait. Merci à vous, Maître Sadikou Ayo Alao. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, avocat au barreau du Bénin, avocat à la Cour pénale internationale, fondateur et président d'honneur du groupe d'études et de recherche sur le développement économique et social en Afrique, GRDS Afrique. Notons, comme je disais à l'entame de cette émission, que vous avez été instituteur, commissaire de police, conseiller juridique et général adjoint de la Banque africaine de développement, BAD, autant pour moi. Vous avez été plusieurs fois consultant international pour les Nations Unies, avocat au tribunal international pour le Rwanda et promoteur de Radio GRDS. Merci une fois encore de nous recevoir chez vous. À très bientôt, j'espère. C'est chez vous aussi. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous de 19h pour le JT des JT.